Bien, donc nous commençons le séminaire sur la loi de 69-21 qui est relative donc au délai de paiement. Alors, Haddi, c'est une nouvelle loi qui vient en fait compléter les anciennes lois sur le délai de paiement et donc a introduit un certain nombre d'obligations et notamment il a pénalisé en fait un certain nombre quoi de il a pénalisé en fait le non-paiement des fournisseurs, des factures fournisseurs. Donc en fait, à partir du 1er juillet, donc les factures non réglées seront sanctionnées. Donc il y a des sanctions qui sont prévues. Donc nous allons revoir ensemble le champ d'application de cette loi, le délai de paiement, la déclaration à l'administration et procédure de contrôle sur place, les sanctions relatives à la déclaration et au paiement, et enfin, le règlement des litiges. Alors, le champ d'application de cette nouvelle loi, quelles sont les personnes qui sont assujetties? Alors, nous avons les commerçants donc, établis au Maroc. Donc, ce sont les commerçants établis au Maroc qui disposent d'un siège social au Maroc et qui sont domiciliés fiscalement au Maroc, ou qui ont un établissement donc au Maroc. Ça veut dire que les étrangers, les sociétés étrangères ne sont pas concernés, évidemment. La deuxième catégorie des personnes assujetties sont les sociétés délégataires du service public. Donc, ce sont l'ensemble des sociétés qui délégataires, donc c'est des sociétés qui ont une délégation donc, du service public. Et enfin, les établissements publics à caractère commercial. Alors, les établissements publics, ce sont les entreprises publiques, l'ONCF, l'Office national de l'eau et de l'électricité. En fait, c'est des entreprises publiques, mais qui sont à caractère commercial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les administrations ne sont pas concernées. Si vous travaillez avec une administration, un ministère, une administration donc, qui n'est pas à caractère commercial et n'est pas couverte par cette loi. D'ailleurs, c'est une des faiblesses de cette loi, puisque normalement, on s'attendait à ce que les administrations aussi soient concernées par cette loi, parce qu'il n'y a pas, il y a pas de justification pour qu'il n'y ait pas, pour que l'administration ne soit pas concernée également par cette loi. Parce que aussi l'administration, évidemment, est un donneur d'ordre et énormément de sociétés travaillent avec l'administration et donc sont touchées par le non-règlement, par le problème de recouvrement de ces administrations publiques. Alors, le délai de paiement. Alors, vous avez trois catégories. Soit vous avez une convention avec votre client et fournisseur. Soit le client et fournisseur ont une convention qui va stipuler donc un délai de paiement, soit 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. Alors, lorsque les parties n'ont pas signé de convention, c'est 60 jours qui va s'appliquer. Donc, quand vous n'avez pas de convention entre le client et le fournisseur, on va considérer que c'est 60 jours. Donc, comme un maximum. Donc, vous avez un maximum de 60 jours si vous n'avez pas signé de convention comportant donc un délai de paiement. Ou cette convention peut être sous n'importe quelle forme. Ça peut être une convention, un contrat en bonne et due forme. Ça peut être sur la facture. Par exemple, vous dites sur la facture que le paiement sera effectué dans 15 jours, ou 30 jours, ou 60 jours, etc. Donc, s'il n'y a pas une convention entre les deux parties, c'est 60 jours qui est prise en charge, prise en compte. Si vous avez une convention, le maximum que vous pouvez mettre, c'est 120 jours. Ça veut dire entre le client et son fournisseur, on peut mettre un délai maximum de 120 jours. Évidemment, on peut mettre moins.
peut mettre 30 jours, 60 jours, 90 jours, mais maximum, c'est 120 jours. Et exceptionnellement, il peut y avoir une convention sectorielle qui va porter le délai jusqu'à 180 jours. Mais là, il va falloir en fait qu'il y ait un décret d'application de cette convention. Ça veut dire que sur un secteur donné, les représentants de ce secteur pourraient négocier entre eux donc, et avec le ministère, justement pour avoir une convention sectorielle spéciale qui pourrait aller jusqu'à 180 jours. Donc, en résumé, si vous n'avez pas de convention, c'est 60 jours maximum. Ça veut dire que vous devez payer vos fournisseurs 60 jours maximum. Si vous avez une convention, ça peut aller de 15 jours, 30 jours, 60 jours, jusqu'à un maximum de 120 jours. Alors, le délai de paiement commence à partir de quand? Alors là, à compter de la date de la facture. Ça veut dire que vous avez établi votre facture, on va compter le délai de paiement à partir de la date de la facture. Mais attention, la facture doit être émise au plus tard fin du mois de livraison des biens d'exécution de travaux ou de réalisation des prestations. Ça veut dire aujourd'hui, on a fait une livraison. À la fin du mois, il va falloir émettre la facture. Et on va compter donc la date on va compter le délai de paiement à partir de la date de cette facture. Si la facture n'a pas été émise, c'est à compter de la fin du mois de livraison des biens d'exécution de travaux ou de réalisation des prestations. Ça veut dire, si vous n'avez pas émis la facture, de toute façon, c'est la date de livraison qui sera comptée. Et donc, en cas donc, de facture établie hors délai, on va comptabiliser à partir de la date de livraison ou d'exécution de travaux ou de prestations. Donc, même si vous n'avez pas émis la facture, il va falloir faire attention parce que c'est la date de livraison qui va être décomptée. Alors, pour les services, pour ce qui concerne en fait les établissements publics à caractère commercial, on va compter la date de la constatation du service fait. Ça veut dire en fait c'est la réception définitive signée par l'établissement public à caractère commercial. Et là, il risque d'y avoir des problèmes. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre d'établissements publics ne voudraient pas signer la réception définitive et essayer de retarder au maximum donc cette réception définitive. Comme pour les gens qui travaillent avec l'administration et avec les établissements publics, on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'étapes. Vous avez la réception provisoire et puis vous avez la réception définitive. Et souvent, la réception définitive, normalement, il doit être signé juste après livraison donc des biens ou exécution de services ou de prestations, mais il se peut, avec cette nouvelle loi, que l'établissement essaie de retarder donc la constatation de cette livraison finale. Donc, cette livraison finale, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à partir de cette livraison finale qu'on va compter le délai de paiement. Et puis, à compter du 1er du mois suivant, si les parties ont convenu de réaliser des transactions commerciales entre elles durant une période d'au plus d'un mois. Ça veut dire, si vous avez convenu avec un partenaire de faire des prestations dans les deux sens, ça veut dire achat-vente, dans ce cas, c'est donc, c'est durant la période de plus un mois. Ça veut dire vous avez un mois, ça veut dire vous avez 30 jours pour faire votre déclaration. Donc, ça, c'est dans le cas où il y aurait des transactions dans les deux sens, c'est-à-dire en fait une relation client-fournisseur. Alors maintenant, les paiements hors délai. Qu'est-ce qui va se passer pour les paiements hors délai? Il y a une amende
Et c'est là justement la nouveauté de cette loi, c'est qu'il y a une amende qui va sanctionner le fournisseur qui retarde à payer, enfin le client qui tarde à payer ses fournisseurs. Et donc là, le Trésor va intervenir pour justement mettre en place une amende qui sera collectée par le Trésor. Parce qu'en fait, avant, si vous vous rappelez l'ancienne loi et les deux anciennes lois, c'était donc le fournisseur qui allait calculer des intérêts de retard à son client. Évidemment, ça ne marche pas parce que si déjà vous n'avez pas le principal, c'est difficile de rajouter des intérêts. Alors là, c'est une troisième partie qui va intervenir, qui est l'État. Donc l'État va sanctionner et appliquer des amendes. Alors, quelles sont ces amendes? Alors, pour le premier mois de retard, on va appliquer le taux directeur de Banque El Maghreb. Le taux directeur de Banque El Maghreb qui est actuellement de 3%. Vous vous rappelez, le taux de Banque El Maghreb était de 1,5%, et puis il a été augmenté à 3 fois pour arriver actuellement à 3%. Donc, à partir du premier mois, on va appliquer 3%, donc une amende de 3%. Et chaque mois de retard, chaque mois ou fraction de mois. Donc, si vous dépassez, le premier mois, c'est 3%. Le deuxième mois, c'est 0,425%. Donc, chaque mois par la suite, on va appliquer une amende de 0,425%. Évidemment, l'amende s'applique sur chaque mois, mais aussi une fraction de mois. Ça veut dire, si vous avez tardé d'une journée, ben on va calculer 0,425%. D'accord? Et donc, finalement, on va faire l'addition de ces deux amendes. La première de 3% et la seconde de 0,425% pour chaque mois, pour calculer justement le montant de l'amende. Et ces pourcentages sont calculés sur le montant impayé TTC de la facture. Ça veut dire on prend le montant TTC et on calcule donc l'amende sur ce montant TTC et qui est recouvré par la Direction générale des impôts. Alors, donc, l'amende elle est payée spontanément au profit du Trésor public en même temps que la déclaration. Donc, il faut la payer spontanément et trimestriellement. Alors, l'application de l'amende est suspendue pour les factures objet d'un recours judiciaire jusqu'au jugement définitif. Donc, quand vous avez un litige entre le client et son fournisseur, ben, l'amende elle est suspendue jusqu'au jugement définitif. Mais attention, dès qu'il y aura un jugement définitif, l'application va s'appliquer, enfin l'amende sera appliquée d'une façon rétroactive. Ça veut dire on va revenir jusqu'à la date donc de la naissance de la facture. D'accord? Et on va calculer l'amende à partir de cette date. Donc, si vous êtes sûr que vous allez gagner, il faut aller au tribunal. Si vous avez des doutes, il vaut mieux régler votre fournisseur. Alors, l'obligation de déclaration à l'administration générale des impôts. Donc, c'est une déclaration périodique. Donc, la période, elle est trimestrielle. Donc, chaque trimestre, vous devez faire une déclaration, même en l'absence de factures impayées. Ça veut dire qu'il faut faire une déclaration. Si vous avez payé toutes vos factures, il faut quand même faire la déclaration et mettre néant. Évidemment, si vous avez des factures impayées, ben, il va falloir les déclarer et payer l'amende sur ces factures. Alors, le délai de déclaration, c'est le mois qui suit le trimestre. Donc, c'est exactement comme la TVA. Donc, vous avez le trimestre, ben, le mois qui va suivre. Par exemple, là, pour le troisième trimestre, donc septembre, août, juillet, ben, il va falloir payer avant fin octobre. Ça veut dire avant ce mois-ci pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de dirhams hors taxe. D'accord? Donc, le délai de déclaration, c'est le mois qui suit le trimestre, exactement comme la TVA. Alors, les moyens de déclaration, c'est de manière électronique via la plateforme simple de la DGI. Donc, c'est comme la TVA et les autres impôts qu'on déclare par la plateforme simple. Alors, là, vous avez un modèle de déclaration qui a été fixé par la DGI. Donc, vous avez un certain nombre d'informations qu'il va falloir mettre. Il faut mettre évidemment l'identité du fournisseur qui a émis la facture. Il faut mettre aussi les factures non payées dans les délais.
et l'amende correspondante. Et évidemment, il va falloir mettre l'identifiant fiscal, les CIE, etc. Donc, vous avez un certain nombre d'informations qu'il va falloir remplir sur cette déclaration. Alors, donc, il y a une autre nouveauté, c'est que cette déclaration, évidemment, comme il est spontané, il va falloir la contrôler par une tierce personne. Et la tierce personne qui va la contrôler, c'est un commissaire aux comptes. Donc, pour le chiffre d'affaires, pour les sociétés dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dirhams, au titre donc du dernier exercice comptable, il faut un commissaire aux comptes, donc qui est expert comptable et inscrit à l'ordre des experts comptables, qui va donc certifier votre déclaration. Lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de dirhams, ben, ça peut être soit un expert comptable, soit un comptable agréé. Et l'objectif, évidemment, c'est de s'assurer de la concordance des informations qui figurent dans la déclaration avec les justifications des informations qui figurent sur les factures non payées dans les délais, évidemment. Donc, le commissaire aux comptes, il va donc s'assurer que les informations dans la déclaration sont correctes et correspondent effectivement aux factures non payées. Alors, donc, quels sont les pouvoirs qui sont accordés à l'administration fiscale? Donc, l'administration fiscale a le droit de recevoir donc, les déclarations. Donc, il va recevoir les déclarations et il va également contrôler les déclarations. Donc, il va procéder au contrôle des déclarations. Et également, il va statuer sur les contestations. S'il y a une contestation, l'administration fiscale peut statuer. Et enfin, il va recouvrer donc, les amendes et les sanctions. Donc, là, c'est le rôle de l'administration fiscale. Alors maintenant, quelles sont les sanctions si vous n'avez pas fait de déclaration, vous n'avez pas déposé la déclaration, donc un défaut de déclaration, ou alors lorsque la déclaration est en retard, ou alors lorsqu'il n'y a pas de paiement de l'amende, ou alors quand le paiement de l'amende est en retard. Alors, en fait, ici, les sanctions vont être faites en fonction de l'importance de la société et en fonction du chiffre d'affaires de la société. Donc, lorsque le chiffre d'affaires est compris entre 2 millions de dirhams et 10 millions de dirhams, c'est 5 000 dirhams. Donc, la sanction, elle est de 5 000 dirhams. Lorsque le chiffre d'affaires de la société est compris entre 10 millions et 50 millions, la sanction passe à 12 500 dirhams. Lorsque le chiffre d'affaires est entre 50 millions et 200 millions de dirhams, la sanction passe à 50 000 dirhams. Et lorsque le chiffre d'affaires est entre 200 millions de dirhams et 500 millions de dirhams, la sanction devient 125 000 dirhams. Et enfin, lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 500 millions de dirhams de chiffre d'affaires hors taxe, l'amende elle passe à 250 000 dirhams. Donc ça devient très très lourd pour les grandes sociétés. Et il faut aussi noter que pour chaque insuffisance aux déclarations incomplètes, il y a une amende de 5 000 dirhams par facture manquante ou qui est discordante. Ça veut dire si vous n'avez pas déclaré une facture, vous avez en plus une amende de 5 000 dirhams par facture manquante ou discordante, c'est-à-dire qui ne correspond pas à la réalité. Évidemment, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions de dirhams ne sont pas concernées. Donc, ils sont hors champ. Je pense qu'on l'avait dit tout à l'heure. On l'a dit tout à l'heure. Donc, les sociétés qui sont inférieures, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions de dirhams, alors les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions de dirhams ne sont pas concernées par cette loi pour l'instant. Alors, il y a des procédures de contrôle sur place des déclarations. Alors, la notification, donc la procédure est la suivante. Il y a une notification d'un avis de contrôle 15 jours avant la date prévue pour le début du contrôle. Donc, si l'administration fiscale veut contrôler, il envoie une notification, il notifie donc un avis de contrôle 15 jours à l'avance. Donc, c'est à peu près la même chose pour un contrôle normal. Et puis, le contrôle a lieu évidemment au siège de la société ou le domicile fiscal donc, de l'établissement principal.
par des agents donc, de l'administration fiscale qui sont assermentés. Et puis, les personnes contrôlées sont tenues de présenter tous les documents et pièces justificatives. Donc, c'est un contrôle. Ça veut dire que l'administration fiscale a la latitude de demander tous les documents justificatifs pour justement faire son travail de contrôle. En cas de non-présentation des documents et pièces justificatives qui sont demandées par l'administration informe de l'application de la sanction et procède à son recouvrement suivant un ordre de recette. En cas de récidive, la sanction est portée au double. Donc, il faut faire attention, il faut toujours présenter les documents comptables en cas de contrôle. Alors, les infractions relevées par l'administration sont constatées dans un PV. Une copie est remise à la personne contrôlée. Et vous avez un délai de 30 jours à compter de la date de notification pour répondre donc, des infractions relevées par l'administration. Donc, dans les 30 jours, on peut répondre justement à l'administration fiscale. En cas de défaut des réponses, si on ne répond pas, ou alors si la réponse est hors délai, ou si l'administration estime que la réponse est insuffisante ou non fondée, elle procède au recouvrement des sanctions notifiées suivant un ordre de recette. Donc là, il faut faire très, très attention, il ne faut pas dépasser donc, les délais réglementés pour répondre justement à l'administration. Alors, il y a une autre nouveauté, c'est qu'une liste des contrevenants à la loi est établie par l'administration et qui est communiquée à l'Observatoire des délais de paiement. Donc là, il y a une sorte de liste, on peut dire une liste noire, qui va être établie justement et qui va comporter donc l'ensemble donc des sociétés qui ne paient pas et qui sont des contrevenants à cette loi. Alors, les règlements des litiges, en cas de contestation des sanctions, on peut toujours évidemment contester, il y a un recours administratif à la DGI, au niveau de la Direction générale des impôts. On adresse une réclamation dans les 6 mois qui suivent le mois d'émission de l'ordre de recette par l'administration. Donc, vous avez 6 mois pour contester et faire un recours administratif vis-à-vis de la Direction générale des impôts. En cas de refus de la décision de l'administration ou en cas de défaut de réponse par celle-ci dans un délai de 3 mois suivant la date de réclamation, donc si on n'est pas d'accord avec l'administration ou si l'administration ne répond pas dans un délai de 3 mois, on fait un recours judiciaire. Ça veut dire qu'on va au tribunal, on va saisir le tribunal compétent dans les 2 mois. Donc, c'est le tribunal administratif. On va le saisir dans les 2 mois suivant la notification. Ça veut dire qu'on a 2 mois pour saisir le tribunal administratif suivant donc la notification de la réponse de l'administration ou l'expiration du délai de réponse qui est de 3 mois. Nous avons également une autre clause importante qui concerne la remise totale ou partielle des sanctions. Le ministère des Finances ou la personne déléguée par lui à cet effet sont autorisés à accorder à la demande des contrevenants une remise totale ou partielle des sanctions prononcées à leur encontre, mais à condition qu'il y ait une régularisation de toutes les factures objet des sanctions. Si vous réglez les factures, vous pouvez demander un recours, demander en fait une remise, soit totale, soit partielle, une remise gracieuse. Une remise gracieuse, donc, de la part du ministère des Finances ou la personne qui va le représenter. C'est-à-dire en général les impôts, donc l'administration fiscale. Alors, la date des faits et mesures transitoires. Nous avons un certain nombre de mesures transitoires. Alors, pour la date des faits, donc, ce qui est concerné ici, ce sont les factures émises à partir du 1er juillet 2023. Évidemment, comme vous le savez, la loi ne peut pas être rétroactive. Donc, on va compter uniquement les factures qui sont émises à partir du 1er juillet 2023, qui seront concernées par cette loi. Mais évidemment, il faut payer aussi les factures anciennes, il ne faut pas les oublier. Et puis, vous avez la date des faits des amendes et des déclarations, sanctions et contrôles. Alors, pour les sociétés dont le chiffre d'affaires hors taxe
est supérieur à 50 millions de dirhams, ce sont les factures émises à compter de juillet 2023. Pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 millions de dirhams et 50 millions de dirhams hors taxes, les factures concernées sont les factures émises à partir du 1er janvier 2024. Donc, si votre société a un chiffre d'affaires compris entre 10 millions et 50 millions, vous serez concerné à partir de janvier 2024. Mais si votre société, évidemment, a un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions, les factures concernées, c'est les factures émises à partir de juillet 2023. Donc, il faut faire attention pour les sociétés dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dirhams. Il faut donc déjà établir la déclaration ce mois-ci avant fin octobre 2023. Alors, pour les factures, les sociétés dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 millions de dirhams et 10 millions de dirhams, donc les factures émises concernées sont celles émises à partir de janvier 2025. Une autre précision importante, c'est que l'amende n'est pas applicable sur les factures dont le montant TTC est inférieur à 10 000 dirhams. Donc, quand vous avez des factures inférieures à 10 000 dirhams, donc ils ne sont pas concernés par cette amende lorsqu'elles sont émises avant le 1er janvier 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir de janvier 2025, ces factures seront également concernées. Ça veut dire les petites factures inférieures à 10 000 dirhams TTC ne vont être concernées qu'à partir du 1er janvier 2025. Alors, toujours dans les mesures transitoires, pour les déclarations, les sanctions relatives à la déclaration et au paiement. Donc, pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 millions et 50 millions, la périodicité de la déclaration annuelle concerne donc 2024 et 2025. Le délai de déclaration, c'est avant le 1er avril 2025. La sanction étant, comme on l'a dit tout à l'heure, de 50 000 dirhams. Donc, dans ce cas-là, il y aura une déclaration annuelle au lieu d'une déclaration trimestrielle. Au-delà, donc, on va revenir à la déclaration trimestrielle. Alors, les sociétés dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 millions et 10 millions, donc il y aura une déclaration annuelle en 2025 et le délai de la déclaration, c'est avant le 1er avril 2026. 1er avril 2026 et la sanction est de 20 000 dirhams. Voilà, je vous remercie. Donc, les principales clauses de cette loi donc, que nous venons d'exposer. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a déjà des questions écrites? Oui. S'il y a des personnes qui veulent intervenir ou poser des questions, marhaba. Bonjour, c'est Taïeb. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Marhaba. J'ai une question. En cas d'émission d'un chèque, et le chèque n'a pas été encaissé à temps par le fournisseur, donc ce qui a entraîné un retard, un dépassement du délai normalement convenu. Donc, quel impact sur ma déclaration? Quand vous émettez un chèque, il faut toujours demander l'accusé de réception de votre fournisseur et la date de la remise du chèque au fournisseur. Et c'est cette date-là qui est prise en compte. Donc si le fournisseur ne présente pas votre chèque, c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. D'accord, merci beaucoup, c'est Taïeb. Mais il faut demander donc l'accusé de réception qui comporte la date. D'accord, merci beaucoup. Ou s'il ne le présente pas, c'est son problème. Mais vous avez la preuve comme quoi vous avez donné les chèques. Parfait, merci beaucoup. Mais évidemment, le chèque ne doit pas revenir impayé. Ah oui, d'accord, bien sûr. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Ça va, Sidi Bikhair? Alhamdulillah, Allah yahfadek.
Merci pour cet excellent séminaire. Moi, j'ai une question sur le délai, c'est-à-dire, par expérience, on a constaté que parfois les entreprises déposent leurs factures avant même que la réception ne soit faite. Donc, comment procéder? Et parfois, quand il y a réception, il y a toujours quelques points de réserve. Ça veut dire que la réception n'est pas complète. Alors, que faire? Est-ce qu'on doit formellement rejeter la facture, la renvoyer en expliquant qu'on n'accepte pas la facture parce que la réception ne nous porte pas satisfaction? Mais là, il est vrai aussi que ça peut porter, il peut y avoir des abus, hein. Un client de mauvaise foi, il peut toujours trouver la petite bête pour rejeter la réception. Donc, mais formellement, supposons que réellement, en toute honnêteté, il y a un problème de réception ou une réserve qui n'a pas été levée et la facture a été posée, qu'est-ce qu'on fait? On rejette la facture ou quoi d'autre? Merci. Non, en fait, déjà, c'est vrai, quand il n'y a pas de réception, il n'y a pas lieu d'émettre la facture. Vous savez, la facture est émise une fois que vous avez reçu. Donc, quand on reçoit la marchandise ou qu'on reçoit le service, après, on émet la facture. En fait, la facture, c'est quoi? Et il va constater le transfert de propriété. Il va constater la réalisation de la prestation. Il va constater la réalisation du service. Mais si vous donnez la facture avant même de réaliser le service ou de constater, donc il y a un problème déjà juridique, avant même le problème comptable. Donc la facture, elle vient suite à la livraison. Il peut venir le même jour, il peut venir juste après, mais pas avant. Et si évidemment vous avez reçu une facture alors que vous n'avez pas reçu la marchandise, vous n'avez pas reçu le service, il ne faut pas l'accepter déjà. Il ne faut pas accepter cette facture. Deuxièmement, lorsque la marchandise n'est pas conforme, il ne faut pas accepter la facture. Il faut réclamer sur le champ. Ça veut dire vous avez commandé une marchandise, vous la recevez, il n'est pas conforme. Donc, il ne faut pas accepter la marchandise, puisqu'en fait, quand vous recevez, normalement, vous avez un service réception marchandise. D'accord? Donc, il va contrôler que la marchandise est conforme à la commande. J'ai passé un bon de commande, j'ai reçu une marchandise, la marchandise est conforme à ce que j'ai commandé, et donc j'accepte. Ou je n'accepte pas. S'il n'est pas conforme, je refuse déjà la livraison, et évidemment, je refuse aussi la facture. Mais si vous n'avez pas ce contrôle, évidemment, ça risque de poser des problèmes parce que vous allez, on peut vous envoyer des factures, enfin des marchandises qui ne sont pas conformes et vous les acceptez sans faire le contrôle. Donc, il faut toujours faire un contrôle de cette marchandise et donc d'accepter que les factures qui sont conformes. Évidemment, il peut y avoir des abus à ce niveau-là. Mais là aussi, c'est une question donc de confiance entre les clients et le fournisseur. Si évidemment vous refusez d'accepter une facture juste pour ne pas payer, c'est grave. Donc là aussi, c'est une question de bonne relation entre le client et le fournisseur. Mais donc les factures qui ne sont pas conformes, il ne faut pas les accepter. Comment refuser une facture? Donc, parfois, des factures, vous savez, il y a des sociétés, ils ont des bureaux d'ordre. La direction, les gens responsables du projet ne voient même pas que la facture a atterri chez vous. Donc, la facture est arrivée, le bureau d'ordre a comme consigne d'émettre un cachet réception. Alors, comment matériellement refuser une facture? Est-ce qu'on la renvoie? Justement, en fait, c'est pas le bureau d'ordre qui va, une facture, vous savez, quand vous acceptez une facture, ça veut dire que vous avez déclaré que vous avez reçu la marchandise. Vous avez déclaré que la marchandise a changé de propriétaire du fournisseur vers vous. Donc, ce n'est pas un bureau d'ordre de faire ce travail. C'est un service réception marchandise. Ça veut dire la facture, quand elle vient à la société, elle est contrôlée par le service réception marchandise qui va qui va la comparer à la commande et qui va vérifier la marchandise. Et c'est à ce moment-là qu'il va mettre donc son cachet d'approbation. Mais maintenant, si vous la recevez par le bureau d'ordre administratif, il doit mettre un cachet sous réserve de contrôle de la facture. Il faut toujours mettre ce cachet. Donc, vous avez le cachet de réception sous réserve du contrôle de la marchandise. Merci. Et donc, si la marchandise n'est pas conforme,
vous dites que la marchandise n'est pas conforme, vous envoyez un écrit officiel pour dire que la marchandise n'est pas conforme, que vous n'êtes pas d'accord sur les termes donc, de référence de cette marchandise et que vous rejetez cette opération. C'est clair, merci beaucoup. Marhaba, c'est Driss. Un autre? Bonjour, Diwaji, c'était. Vous marhaba. m'entendez? Oui, Merci Marhaba. beaucoup pour cette présentation qui était très intéressante. Et je voudrais seulement souligner une petite nuance que vous avez soulevée durant votre présentation, plutôt votre introduction, concernant les établissements publics à caractère commercial. Donc, vous avez dit que le fait générateur ou bien de constatation de la prestation est la réception définitive. oui. La réalité de la chose fait que suivant la nature de l'établissement et ses notes internes, parfois c'est des réceptions provisoires qui génèrent le paiement, parfois c'est des attestations de services faits ou bien ASF, parfois c'est l'établissement d'une note interne. Si dans le cas où on parle d'un bon de commande émis non pas d'un marché vis-à-vis d'un établissement public. Et ma question, sincèrement, c'est comment nous, en tant qu'entreprise et fournisseurs qui travaillent avec des établissements publics à caractère commercial, vont faire pour pouvoir gérer cela. Non, normalement, quand vous recevez... Juste une seconde. Je rappelle que parfois, pour des établissements publics, on peut générer des BL qui peuvent être étalés sur plusieurs années. Donc, on peut livrer en 2018 et réceptionner en 2021 ou bien 2022, faute X et Y. Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, avec l'administration, les entreprises publiques, ils vous donnent une réception de votre service, du service rendu, ou alors de la marchandise. Donc, vous avez une réception en général qui est provisoire et définitive. Vous avez une réception provisoire et enfin une réception définitive. D'accord? Donc, il y a un document qui est justement la réception définitive de la marchandise, du service, la réception du service, la prestation, etc. Donc, c'est ce document-là qui va compter. Il peut prendre plusieurs formes, ce n'est pas un problème. Mais in fine, c'est toujours donc une déclaration de l'entreprise publique qui va dire qu'effectivement, il a bien reçu votre marchandise, il a bien reçu le service, il a bien reçu la prestation. Et c'est ce document-là qui est important. Malgré le fait qu'on et ça c'est conforme, c'est conforme au décret sur les marchés publics. Je suis tout à fait d'accord. Mais le challenge vis-à-vis de nous en tant que fournisseurs, c'est qu'on peut livrer une marchandise, comme je l'avais dit, en 2018 et ne pas avoir ce document qu'en 2020 ou 2022. Oui, mais ça, j'avais dit effectivement ce point-là, j'avais dit que certaines entreprises peuvent abuser. C'est de l'abus, évidemment, c'est de l'abus, mais il faut si on constate l'abus, on peut toujours constater par tout moyen que nous avons bien livré et que pour des raisons qui ne sont pas raisonnables, pour des raisons que la raison ignore, on n'a pas reçu notre réception définitive. Mais il faut le prouver. Merci. Bonjour. Oui, c'est Mohamed. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. Moi, juste une question qui m'a été posée ce matin-là. Une entreprise qui travaille avec des fournisseurs, et ils ont l'habitude de donner de payer à 90 jours. Maintenant, ils éditent des factures avec 45 jours de délai de paiement. Généralement, ils ne paient pas à 45 jours. Maintenant, s'il n'y a pas de convention entre l'entreprise et le fournisseur pour soit 45 jours,
est-ce que même s'ils mettent 45 jours, ils vont payer sur 60 jours? Non, Est-ce non, non. qu'ils- S'ils mettent 45 jours, c'est 45 jours. Mais par exemple, moi, si par exemple un jour, je veux émettre une facture et je place par exemple 15 jours sans avoir de convention. Comme j'ai dit, c'est Mohamed, quand vous mettez sur la facture 15 jours, il y a la convention, ça devient la convention. La convention, donc, c'est 15 jours. Et si vous mettez sur la facture 45 jours, c'est 45 jours. Ça veut dire 60 jours, c'est un maximum. Mais évidemment, dans la convention entre fournisseur et client, si on met 45 jours, c'est 45 jours. Au-delà de 45 jours, 46 jours, vous commencez à payer la pénalité. Là, on fait le raisonnement. D'abord, le problème des cas, si par exemple il y a un abus au niveau des fournisseurs, c'est-à-dire il va mettre le nombre de jours qu'il veut. Il va mettre 45 jours, 30 jours, et c'est-à-dire c'est juste pour avoir un paiement anticipé. Donc maintenant, si on va s'opposer à ce délai, comment on va faire? Non, il faut négocier avec votre fournisseur. S'il met 45 jours, il faut demander à mettre plus. Il faut demander, si il doit payer, en fait, il faut demander à mettre le délai réel qui sera respecté par les deux parties, notamment par votre client, parce qu'en fait, là, il s'agit du client, ce n'est pas du fournisseur. C'est votre client, en fait. Vous êtes client ou vous êtes fournisseur? Je suis client. Dans ce cas. Dans ce cas, Vous je êtes suis client. client. Donc, si vous êtes client et vous devez payer dans les 45 jours. Si maintenant vous avez un accord avec votre fournisseur de payer en 90 jours, il va falloir le mettre dans la convention. Il va falloir le mettre dans la facture. Sinon, c'est les 45 jours qui seront comptabilisés. Généralement, ça, c'est par rapport à des laboratoires qui sont, Oui. c'est-à-dire, ils ont un monopole sur un produit, donc ils peuvent mettre les délais qu'ils veulent. Donc, avant, le client, il avait la possibilité d'effectuer le paiement après 60 jours, 90 jours. Maintenant, ça a l'effet inverse. C'est le fournisseur qui va imposer un délai qui, peut-être pour eux, c'est pas raisonnable. Est-ce que vous avez la possibilité de négocier avec votre Non, client? non. C'est le fournisseur, c'est-à-dire Votre fournisseur plutôt. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de négocier avec votre fournisseur, donc il va falloir s'aligner sur ce qu'il a mis sur. Parce qu'en fait, quand il vous met sur la facture une convention, soit vous la dénoncez, soit vous l'avez acceptée. Si vous l'avez accepté, le délai, il va compter à partir de 45 jours. D'accord? Parce qu'en fait, encore une fois, les 60 jours, c'est un maximum. Vous pouvez mettre 15 jours, vous pouvez mettre 30 jours. Et 60 jours, c'est un maximum. C'est bon. Merci. Merci à vous. Bonjour, c'est Taïb. Bonjour. On vous remercie pour la présentation. Merci beaucoup. J'ai deux questions, si vous permettez. La première question, ça concerne en fait le délai de paiement qui, selon la loi, vous me corrigez si ce n'est pas le cas en fait, il court à partir de la date de la facturation et non pas de la date de réception de la facture. Donc, je ne sais pas comment faire dans ce cas. Non, c'est la date de la facture. Par exemple, les fournisseurs, ils facturent le jour J, mais ils déposent sûrement pas la facture le jour J. Minimum, ils prennent une semaine. Donc, on a... donc, Mariam, vous établissez la convention et vous tenez en compte ce délai. Vous rajoutez une semaine. Si avec vos clients, avec votre fournisseur, il vous envoie la facture en retard d'une semaine, il faut la rajouter dans le délai. Mais toujours est-il, c'est la date de la facture. Ou alors vous demandez à changer la date de la facture. Ou alors vous demandez à ce que la facture vous soit envoyée par mail dans un premier temps. Vous savez, on peut vous l'envoyer par les moyens électroniques très rapide, le même jour. Bien noté, merci. Ma deuxième question, si vous permettez, pour la date de paiement. On ne prend pas en fait, est-ce qu'on prend le délai de paiement interbancaire? Parce que si on envoie à la banque J, donc il y a un délai.
Non, Est-ce non, que... non, on ne prend pas. Non, non, Mariam, vous, quand vous avez payé, vous avez envoyé, vous avez donné un chèque, vous avez la réception de chèque, c'est la date de chèque enfin, la date de la remise du chèque à votre fournisseur qui va être comptabilisée. Et pour le virement, c'est la date où vous avez déposé votre virement dans votre banque. C'est cette date qui compte. Maintenant, les problèmes interbancaires, ce n'est pas votre problème. Ok. Donc, c'est la date d'exécution, de transmission bancaire qui fait foi. C'est la date où vous avez donné l'ordre écrit à votre banque. Maintenant, si votre banque a tardé, ce n'est pas votre problème, c'est le problème de la banque. Donc, il n'est pas comptabilisé. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Donc c'est pas comme les dates de valeur ou la SMIC, ça n'a rien à voir. C'est pas comme la TVA. Attention, pour les comptables, c'est pas comme la TVA. D'accord? Donc, pour la TVA, c'est la date où le montant apparaît sur le relevé bancaire. Ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, ce n'est pas le cas. Dès que vous remettez votre chèque, vous avez un accusé de réception comme quoi vous avez remis votre chèque avec la date. C'est cette date qui était prise en compte. La même chose pour le virement. Vous déposez le virement à la banque. Vous avez l'accusé de réception de votre banque. C'est cette date qui va faire foi. Merci beaucoup. Bien noté. Merci beaucoup. Merci. Les amendes liées au retard, oui, le paiement social cumulable avec les intérêts non reconnus. Oui. Pour les entreprises publiques. Pour les entreprises publiques. Pour Simstafa, vous avez posé une question. Alors, les amendes liées au retard de paiement sont-elles cumulables avec les intérêts moratoires? Oui, ils sont cumulables. Alors, je lis la loi. يحق للشخص الذاتي أو الاعتباري الدائن طلب حقه في التعويض عن تأخر في أداء المبالغ المستحقة من المدين وذلك وفق التشريع الجاري به العمل. Oui, donc en fait, c'est cumulable, c'est deux choses différentes. Les intérêts moratoires. D'ailleurs, même pas seulement pour les entreprises publiques d'ailleurs, même pour les entreprises privées entre elles, vous pouvez toujours appliquer les intérêts de retard. C'est le droit de la société. Les amendes, c'est le droit du trésor public. C'est deux choses différentes. Donc, ils sont parfaitement cumulables. D'accord, Simstava? Très bien. Le fournisseur met une échéance sur la facture, par exemple. Donc, là, on a répondu. Oui, Kinsi. Kinsi, pose une question. Si le fournisseur met, j'ai déjà répondu. Si le fournisseur met une échéance sur la facture, par exemple de 45 jours sans convention, c'est la convention. Donc en fait, si le fournisseur ou le client met une convention sur n'importe quel document, en fait, une convention, ça peut avoir plusieurs formes. Ça peut être un mail, ça peut être sur la facture, ça peut être un contrôle, ça peut être le bon de commande. Sur n'importe quel document, vous avez mis une échéance, c'est cette échéance qui sera prise en compte. Évidemment, en respectant les délais maximum et minimum qu'on a dit. Ça veut dire, si vous n'avez rien mis, c'est 60 jours. Quand vous avez mis une échéance, ça ne peut pas dépasser 120 jours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Oui, c'est Mohamed. Merci Setaïb pour ce séminaire et pour cette présentation. Ma question, c'est relative donc aux administrations publiques, donc qui proposent un service commercial, genre l'Omran par exemple. Et là, donc, en raison pas facture, en raison décompte. Donc, et le décompte, c'est plusieurs signatures. Donc, c'est le signature, par exemple, de l'architecte, de bureau d'études, du représentant du donneur d'ordre, etc. Alors, quelle date à retenir dans ce cas? Est-ce que c'est la date de l'établissement du décompte, la date de la dernière signature du décompte, ou quelle date exactement pour ce cas de figure? En fait, le décompte, c'est une facture, en fait, parce qu'en fait, c'est en fonction de l'état d'avancement des travaux.
Donc, vous avez un marché global, et puis au fil des jours, au fil des mois, vous avez, par exemple, la fin du mois, vous faites les maîtrises, vous voyez combien a été réalisé, et vous établissez un décompte. D'accord? Donc le décompte, il est signé en interne, chez le Ramadan, par exemple. Oui. D'accord? Donc, les différentes signatures, c'est en fait la remise finale qui est comptabilisée. D'accord? Donc, en interne, vous pouvez avoir une signature, vous pouvez avoir plusieurs signatures en interne. Donc, c'est lorsque le document est définitif et remis qui est considéré comme définitif. Et à partir de cette date qu'on va compter le délai de paiement. Très bien, merci. C'est moi. Bien. Les amendes liées au retard de paiement sont-elles que... Oui. Alors, une autre question. Alors, cette loi 69-21 n'a pas traité les délais de paiement à 90 jours. Déjà, pourquoi? Et comment faire si on est en présence d'un cas pareil? Je n'ai pas compris que c'est 90 jours. Non, en fait, 90 jours, c'est un maximum. Ça veut dire vous pouvez faire une convention qui ne doit pas dépasser 90 jours. Évidemment, quand ça dépasse, il est traité, ça dépasse, c'est un dépassement. Donc, vous comptabilisez la pénalité. Vous commencez à comptabiliser l'amende. D'accord? Donc, maximum que vous pouvez mettre dans la convention, c'est de 0 à 90 jours. D'accord? Vous ne pouvez pas mettre plus de 90 jours. D'accord? Mais si vous dépassez 90 jours, donc c'est une amende. Vous commencez à comptabiliser l'amende. J'espère que c'est clair pour cette question. Je crois que c'est 120 jours, pas 90 jours. Hein. La loi dit 120 jours. Ah, pardon, qu'est-ce que je dis? 120 jours, 120 jours. Mais vous pouvez, en fait, là, effectivement, vous avez 120 jours. Donc, le maximum que vous pouvez mettre, c'est 120 jours. Si vous avez mis 90 jours dans la convention, au-delà de 90 jours, vous payez l'amende. Donc, quand vous mettez 90 jours dans la convention, parce que là, la question, elle concerne donc, il concerne donc les conventions de 90 jours. Donc, si vous avez une convention de 90 jours, si vous avez dépassé 90 jours d'une journée, vous payez l'amende. D'accord? Donc, je parlais bien de 90 jours. Mais le délai maximum pour la convention, effectivement, c'est 120 jours. Mais là, la question porte sur une convention de 90 jours. Si vous avez une convention de 90 jours, d'accord? Si vous dépassez d'une journée, vous payez l'amende. Parce que la convention que vous avez signée est de 90 jours. D'accord? Donc, je parlais de cette convention. Parce qu'en fait, la question, elle parle d'une convention de 90 jours. J'espère que c'est clair pour cette question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présentation. C'était très intéressant. Je suis Semlali Ferdaus. Et ma question est la suivante. Vous êtes? Je suis Semlali Ferdaus. Marhaba, Ferdaus. Merci. Ma question est la suivante. Donc, si on prend le cas, par exemple, d'un fournisseur qui nous envoie un bon de commande avec un délai de 60 jours, puis par la suite, il nous envoie une facture avec un délai, par exemple, de 45 jours. Est-ce qu'on va prendre en considération le délai qui a été convenu en bon de commande ou bien le délai convenu sur la facture? En fait, il faut toujours
comparer donc les documents pour que le document justement soit conforme. Il faut refuser la facture et demander à ce que la facture corresponde au bon de commande. D'accord? Ou alors il change le bon de commande. Parce qu'en fait, un des contrôles que va faire le commissaire aux comptes ou bien l'administration fiscale, c'est la concordance des éléments. S'il n'y a pas concordance, c'est un rejet. D'accord? Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'avais parlé des pénalités concernant donc les discordances. Ben, ça, c'est une discordance. Vous avez deux documents qui ont été signés par vous et qui ne correspondent pas. Donc, il va falloir rejeter la facture et demander à ce que la facture soit conforme au bon de commande. Ou alors changer le bon de commande pour qu'il soit conforme à la facture. Mais il ne doit pas y avoir de discordance à ce niveau-là. Ce qui est logique du reste. D'accord, merci beaucoup. C'est moi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions écrites? Est-ce que vous avez d'autres questions? Salam alaikum, c'est Aïs. Salam. Ça va, Sidi Labas. Allah يخليك دابا par rapport par rapport au délai de paiement, il y a des gens qui doivent, ou là, des clients qui nous demandent 90 jours fin de mois ou 120 jours fin de mois. Alors, la loi ne parle pas de ça. C'est soit 90 jours date facture ou 120 jours date facture. C'est pas fin de mois ou la fin de mois. Et la date qu'on prend en considération, c'est la date de facturation ou la date du bon de livraison. Parce que dans le texte, il y a deux juges riwayat comme تنقولوا. Il y a une partie qui هضر على la partie la date de livraison, une autre partie qui parle de la date de la facture. En fait, c'est la date de la facture qui correspond à la date de livraison. Donc, il y a une correspondance entre les deux. Parce qu'en fait, normalement, la facture, elle était mise suivant la livraison, au mois, la fin du mois de la livraison. Donc, vous avez été livré, par exemple, le 15 du mois. La fin du mois, 30 du mois, vous allez émettre la facture. D'accord? Et donc, il y a un lien entre la facture et la livraison. Et si vous n'avez pas émis la facture, c'est la livraison qui va compter. Donc, c'est la livraison qui a le plus de poids. C'est la livraison parce qu'en fait, la livraison, juridiquement, c'est la livraison qui constate le droit de la personne. Donc, c'est la livraison qui va constater comme quoi vous avez effectivement transféré la propriété de la marchandise du fournisseur vers le client. D'accord? Ou la marchandise, sinon, le soubassement juridique, c'est la livraison. Et la facture, il constate cette livraison, il constate ce transfert de propriété. D'accord? Maintenant, cette question de si on met fin de mois, etc., en tout cas, le délai ne doit pas dépasser 120 jours. Le délai, il doit toujours être 120 jours. Par exemple, vous pouvez mettre 90 jours fin de mois. S'il ne dépasse pas 190 jours, 120 jours, donc il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, une autre question, le timing va se poser les fournisseurs ou les clients nous demandent de faire des conventions. Est-ce que la convention elle est obligatoire ou c'est la date de paiement inscrite sur la facture, sur le document sur la facture qui prend en charge? La convention peut être faite par n'importe quel moyen. On peut faire un contrat en bonne et due forme. On peut mettre le délai, le bon de commande. On peut le mettre la facture. On peut le mettre par mail. On peut mettre par n'importe quel moyen qui va attester comme quoi on s'est mis d'accord sur 30 jours, 60 jours, 90 jours, 120 jours. Ça peut être fait par n'importe quel moyen. Très bien. Évidemment, si vous n'avez rien fait, c'est 60 jours. S'il n'y a pas d'écrit, c'est 60 jours.
D'abord, parfois, il y a des cas extrêmes liés les 90 jours ou la date d'échéance, et tombe avec un week-end ou un week-end prolongé. Ça, c'est vis-à-vis. C'est le premier jour ouvrable. C'est le premier jour ouvrable. C'est le premier jour ouvrable. Ouais, ouais. C'est pas une journée qui va changer quelque chose. Le cas du dimanche, c'est le premier jour ouvrable. C'est le lundi qui vient après. Les impôts. Les impôts. On suit le raisonnement des impôts. Les impôts, c'est avant, c'est pas après. Là, c'est après. Non, c'est après. Là, c'est après. C'est après. La SNSS, c'est différent. La SNSS, mais le raisonnement. Les impôts, c'est après. Il a un dimanche ou un jour férié, c'est le premier jour ouvrable suivant. C'est un texte légal. C'est un texte légal. Quel fait le texte de loi? En tout cas, là, on doit déclarer seulement nos fournisseurs, pas nos clients. Les clients, comment ils déclarent? Non, c'est le fournisseur qui déclare. Le client a des muscles. Le client qui est تخلص. دابا هذه la nouveauté. La nouveauté, c'est que justement avant كنا كنقول الكليان هو اللي يمشي يدير المشاكل، هو اللي يمشي يحسب لي زانتيغي دو روتار، هو اللي يمشي كذا. Et ça n'a pas marché. Donc دابا شنو قالت الدولة؟ قالت لك سيدي نمشيو حنا للفورنيسور، الفورنيسور هو اللي كي va se dénoncer، هو اللي غيشكم براسو. يعني لو كليون بلوتو لو كليون. يعني لو كليون هو اللي غيمشي يقول انا ما خلصتش الفورنيسور ديالي، انا ما خلصتش الفورنيسور ديالي. دونك هذه هي لا نوفوتي. دابا انا من قبل اسمح لي اسمح لي سي محمد، من قبل سي لو فورنيسور كي دوفي ابليكي لي بيناليتي. يعني ديجا انت ما تخلصتيش عند الكليون ما خلصكش وتزيد دير لي 6% ولا دي بيناليتي اللي دو فاسون ما يخلصهمش. دونك فينالمون ما درنا والو. دابا اون شونجي دو كون، قلنا لو كليون هو اللي ما خلصش، هو اللي خص يدير لا ديكلاراسيون، هو اللي يقول انا كنعترف ما خلصتش الناس ديالي و جو باي لا بيناليتي باسكو ما خلصتش الناس. ايفيدامون غديرها اون فوا اون دوزيام فوا، من بعد سا فا سارونجي. يعني الناس غتولي سكون اسبير ان الناس غيوليو يخلصوا اتون. Très bien. Une dernière question. Par rapport à la récidive ou le chial, bien sûr, il faut. La peine de la pénalité, c'est 50 000 dirhams par ligne, mais c'est par déclaration, c'est ça? 5 000 dirhams, 5 000, mais c'est 50 000. 50 000 dirhams. 50 000 par ligne. يعني إلا نسيتي الفاكتور c'est 5 000 dirhams par facture oubliée. 5 000 dirhams par facture oubliée. لا bien sûr la déclaration لا جابي بالنسبه دابا شوف كاين جوج الحوايج. الا نسيتي واحد لا فاكتور سي 5000 درهم باغ فاكتور اوبليي، ولكن كاين الا ما درتيش كاع لا ديكلاراسيون حتى هي فيها 5000 كي va jusqu'à 250 000 dirhams pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 millions de dirhams. Très bien, parfait. Merci. Oui, enfin, défaut de déclaration, j'avais énoncé à ce coup-là, défaut de déclaration en retard, non-paiement, etc. بارك الله فيك سيدي، شكرا. مرحبا سي محمد، مرحبا. Une question de... Donc la question, on a un participant qui aimerait bien comprendre le mécanisme de déclaration pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est entre 10 millions et 50 millions de dirhams. Il pose la question, est-ce qu'on doit faire juste une déclaration annuelle pour 2024-2025 et non trimestrielle, c'est ça? Donc pour les sociétés dont les chiffres d'affaires est entre 10 millions et 50 millions, donc c'est juste une déclaration annuelle en 2024 et 2025. Au-delà, évidemment, ça sera trimestriel. Donc là, c'est une mesure transitoire. Donc en attendant de régulariser le système. C'est clair pour cette question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup pour cette présentation. C'était très, très intéressante. On vous remercie infiniment, moi et l'équipe qui est avec moi. Marhaba, marhaba. Donc, si vous avez d'autres questions par la suite, vous pouvez toujours nous contacter le cabinet. Je vous remercie. Barakallahu alaykoum.